Donc, effectivement, Monsieur Ledoux m'avait demandé d'expliquer un tout petit peu, effectivement, les quelques problèmes au niveau de la pénurie des médicaments. Donc là, c'est simplement parce que je me présente. Effectivement, je suis co-animatrice d'un groupe de travail que nous avons mis en place en 2011, qui s'appelle maintenant Disponibilité des produits de santé, indépendance sanitaire. Pour quelles raisons nous l'avons un tout petit peu débaptisé, parce qu'au tout départ, c'était rupture de stock des médicaments. C'est que, en fait, le problème est quasiment identique. Ah, pardon, excusez-moi, merci. Est quasiment identique et presque pire dans certains cas sur les dispositifs médicaux. Donc voilà. Et puis, bon, effectivement, j'ai eu, je ne sais pas si c'est l'honneur, mais enfin, la grande difficulté de rédiger le rapport de 2018, qui avait été assez apprécié par le Sénat, et puis également un livre blanc qui est paru en février 2023. Je vais simplement vous dire quelques mots de l'Académie, parce que je viens au titre de l'Académie. Donc, c'est une personne morale de droit public qui, en fait, est héritière de la Société de pharmacie, qui a été créée par Augustin Parmentier, et qui est devenue l'Académie de pharmacie nationale en 1979. Et nous avons à peu près 6 sections. Il y a à peu près 400 membres. Et puis, vous voyez que ça couvre tous les métiers de la pharmacie, de la science biologie, des sciences biologiques, des sciences analytiques. Et donc, vous voyez, en 4e section, c'est effectivement les sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l'environnement industriel. Mais je dois dire que le groupe de travail, lui, est intersection. Et nous avons beaucoup de pharmaciens hospitaliers qui sont, eux, en 5e section, c'est-à-dire toutes les sciences appliquées à la pharmacie clinique, à la préparation, dispensation et distribution des médicaments. Et donc, 6 sections, 20 membres titulaires élus. Mais il faut dire qu'en fait, on est plus nombreux que cela parce que pour éviter que, pour dynamiser le renouvellement, nous passons honoraire dès que nous avons 20 ans d'institution ou qu'on dépasse l'âge de 70 ans. Donc, en fait, il y a pas mal d'honoraires dont je suis depuis le 2019. Donc, on va parler effectivement des pénuries de médicaments, nécessité de cohérence. Et je vais commencer par vous dire effectivement que nos premières alertes, elles ont commencé en 2007-2008, où on commençait à avoir des gros problèmes au niveau hospitalier. C'est vraiment les pharmaciens hospitaliers qui ont en fait identifié tout de suite le problème en disant qu'est-ce qui se passe. Donc, nous avons effectivement créé un groupe intersection en 2011. Et nous avons créé, les deux séances thématiques, parce que nous travaillons beaucoup en séances thématiques, qui sont publiques, je dois le dire, c'est les mercredis, 2 fois par mois. Nous avons effectivement travaillé sur les matières premières pharmaceutiques dès 2011, et d'ailleurs très largement organisé avec plusieurs membres du SICOS. Et puis, nous avons, en 2013, travaillé un petit peu sur la chaîne pour essayer de faire comprendre qu'il y avait également d'autres problèmes dont on pourra parler si vous voulez, mais c'est surtout le problème de répartition en particulier, mais pas uniquement. Donc voilà, 2 rapports, mais nous travaillons énormément sous forme d'auditions. Et nous avons des auditions au moins 1 fois par mois, si ce n'est 2 fois par mois, avec des personnalités du monde industriel, des pharmaciens hospitaliers, des répartiteurs, et puis de l'administration également. Voilà, donc ça, c'est les communiqués de l'année. Vous voyez, c'est quand même assez fourni parce que nous sommes très inquiets. Voilà, donc c'est évident que la racine du problème, c'est quand même l'explosion de la demande mondiale en médicaments. Et on va essayer de comprendre pourquoi, mais c'est assez vite vu. C'est qu'effectivement, la démographie mondiale, elle court. Et vous avez 8 pays qui sont en forte croissance, l'Inde, Pakistan, Nigeria, Indonésie, Égypte, USA, qui sont à 50% de la croissance démographique, donc mondiale, bien sûr. Et donc, vous voyez, on a quand même une forte croissance démographique. Vous avez également, de notre côté, du côté des pays, on va dire, occidentaux, Europe occidentale en particulier, mais pas que, nous avons une zone à moindre croissance démographique, mais avec une hausse des pathologies chroniques, puisqu'il y a vieillissement de la population. Et puis, vous avez également un meilleur accès aux soins, notamment à la Chine, mais pas que, puisqu'on parle de 200 ou 400 millions de Chinois qui ont un petit peu plus de ressources qu'avant, et par rapport aux 1,1 milliard de Chinois. Donc, c'est effectivement les années 2010. Il y avait eu un rapport
que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais un rapport qui montrait, en 2000, c'était un rapport de 2008, qui montrait qu'à partir de 2011, vous auriez un croisement des courbes entre, on va dire, la demande et l'offre. Et donc, c'était évident. Puis, bon, évidemment, à partir du moment où il y a eu le phénomène des génériques, à partir des années 95 en particulier, il y a eu toute un éclatement, on va dire, des supply chains, tant au niveau de l'industrie du médicament qu'au niveau de l'industrie de la chimie fine aussi. Et puis, on va dire, entre guillemets, j'ai appelé ça mondialisation heureuse, mais tout le monde était content de tout ça, donc on n'a pas vraiment regardé devant nous, et personne n'a compris dans ces moments-là qu'il y avait peut-être un problème devant nous et qu'il était peut-être assez grave. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a peu de volonté de réindustrialiser à partir de 2017. D'un seul coup, effectivement, c'est le Covid, en fait, qui a en dépit de toutes nos alertes depuis 2011, c'est effectivement le Covid qui a soulevé la chape et qui a montré vraiment que nous avions des difficultés. Pas nécessairement des difficultés d'ailleurs d'ordre sur les principes actifs. Sur les curares, nous ne manquions pas de principes actifs, mais nous n'avions pas la capacité en Europe, en particulier, de faire des produits injectables. Donc c'était vraiment la partie médicaments qui posait problème. Et puis, bon, évidemment, maintenant, on a un autre problème, c'est qu'effectivement, tout le monde, et moi la première, nous sommes dire, on va verdir notre industrie, on va verdir notre économie, mais c'est un coût, nécessairement, un énorme coût. Et puis, les coûts de développement des nouveaux médicaments, bon, vous l'avez vu, ce sont des coûts énormes, puisque maintenant, on est quasiment à 2 milliards par médicament, enfin, pour certains médicaments, et donc, ces médicaments innovants, quand ils arrivent sur le marché, ils sont excessivement chers, et il faut trouver de la place économique. Et donc, qui va faire les frais du système? Ce sont les médicaments les plus anciens et les moins chers. On va le voir. Donc, c'est... Alors, l'intérêt de ce Covid, parce que heureusement, à la limite, on a eu le Covid, c'est que ça a réveillé brutalement tout le monde, et c'est maintenant qu'on comprend, qu'on commence à faire effectivement des politiques industrielles que l'Académie de pharmacie appelait de ses voeux depuis 2011. Donc l'offre ne suit pas la demande, hein, ça c'est le rapport de la sénatoriale, et c'est tout à fait ce que nous avions prévu, 36% d'augmentation entre 2012 et 2022, c'est considérable, d'autant que dans le même temps, on a eu effectivement un vieillissement de l'appareil productif, dans pas mal de cas. Vous voyez, donc cette croissance, elle continue, et on pense jusqu'à 5-6% par an. Vous voyez que l'Europe n'est pas particulièrement en danger en tant que telle, mais le fait qu'il y ait beaucoup de demandes ailleurs fait qu'elle est également en danger. Vous voyez, donc, ça c'est les prévisions de dépenses mondiales. Donc, c'est en valeur, hein, ce n'est pas nécessairement en volume, mais en valeur, bon, c'est quand même assez important. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui tire effectivement cette valeur? C'est l'oncologie, c'est l'immunologie. Donc, ce sont effectivement beaucoup de médicaments nouveaux. Et donc, il faut trouver de la place pour les médicaments anciens. Mais vous voyez quand même, malgré tout, que tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est diabète, tout ce qui est affection du système nerveux central et les maladies respiratoires, tout ce qui est dans le domaine d'ailleurs de maladies respiratoires et de l'immunologie, il y a de plus en plus de problèmes d'allergie. Donc, c'est effectivement ces secteurs-là qui sont très demandeurs. On va regarder un tout petit peu les tensions. Donc ça, c'est les chiffres de l'année 2022. Je n'ai pas le camembert encore pour 2023, mais on l'aura bientôt. Mais enfin, c'est toujours à peu près pareil. On va dire que c'est beaucoup de production insuffisante, une augmentation de la demande, également un petit peu, 8% de défaut d'approvisionnement en matières premières. Et puis le reste, c'est un peu tout, mais on ne sait pas exactement. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, nous avons effectivement 2023, on l'avait dit en février 2023, que nous allions avoir une année de forte croissance. Et malheureusement, ça s'est avéré juste. Et alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que 2023, c'est une année record en termes de signalement de rupture, mais pas en termes de rupture. Curieusement, on est un petit peu moins fort en rupture sèche en 2023 qu'en 2022, alors qu'effectivement les signalements
sont plus importants. Mais vous savez que la réglementation a évolué entre 2018 et 2022. Et donc, les industriels sont obligés maintenant de signaler très longtemps à l'avance tout signe, même si ça ne se traduit pas par une rupture. Et heureusement, souvent, ça ne se traduit pas par une rupture, puisque l'idée de cette réglementation, c'était de faire en sorte qu'on puisse justement avoir très rapidement les capacités à trouver des solutions, si ce n'est des alternatives, mais trouver des solutions contingentées, ou etc. Donc, vous voyez à peu près les chiffres. Donc, c'est quand même très largement l'insuffisance de capacité de production qui est à le haut du panier. Ensuite, vous avez effectivement des augmentations dues à des demandes de volume de vente. Ça, c'est également valable pour les nouveaux médicaments, parce que vous savez qu'en matière de prévision de vente, les deux phases dans lesquelles l'industrie pharmaceutique a le plus de difficultés, c'est au moment du lancement d'un médicament et au moment où il tombe dans le domaine public. Au moment du lancement, c'est parce que ça dépend des pays qui acceptent les AMM. Et donc, d'un seul coup, il peut y avoir une demande importante et on se retrouve, les usines se retrouvent très très vite, quelquefois saturées, alors qu'au départ, on pensait que le médicament n'était pas... C'est ce qui se passe en ce moment, certains produits dans le diabète. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez quand même 335 ruptures par défaut d'approvisionnement d'API, de principes actifs. Et vous avez également les produits, les articles de conditionnement qui sont effectivement, et on l'a vu au moment du démarrage de la guerre en Ukraine, tout le monde courait après des cartons, mais je suppose que dans l'industrie chimique aussi. Donc voilà, donc comment fait les mesures qui sont prises par la NSM? En gros, c'est les contingentements quantitatifs, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas les nouveaux, d'approvisionner au fur et à mesure, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ. On a protégé, l'industrie française, les patients français sont un petit peu protégés depuis que la loi a interdit l'exportation des produits depuis la France quand il y avait déclaration de rupture. Parce que je peux vous dire que en 2015-2016, je voyais des produits, dès qu'on approvisionnait le marché français, et ça partait en Allemagne parce que le différentiel de prix entre l'Allemagne et la France est considérable. Donc c'était une distribution parallèle ou des exportations parallèles en permanence. Donc vous voyez, ensuite il y a des stocks de dépannage. Les stocks de dépannage, c'est en fait, on va essayer de chercher au niveau des pays tiers ou des pays des États membres de l'Union, où est-ce qu'il peut y avoir du produit chez un concurrent, ou même s'il n'est pas concurrent, mais trouver pour pouvoir importer le produit. On essaye de réétiqueter et on envoie. Alors ça pose quelques petits problèmes. Je peux vous dire que j'ai eu un jour un pharmacien hospitalier de Gustave aussi qui m'a téléphoné en disant « Marie-Christine, qu'est-ce que je fais? Tout est en polonais, je ne suis pas capable de gérer le problème avec une notice en polonais, avec un étiquetage polonais. » Donc ça pose effectivement un petit problème. Et puis, vous avez des restrictions de distribution. Et puis, dernièrement, c'est le contingentement qualitatif. Alors là, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que c'est quasiment aux malades près. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux malades avec le traitement, mais qu'on puisse honorer les malades qui sont déjà sous traitement. Donc, vous voyez, c'est à peu près mais c'est pas très satisfaisant. Donc, vous voyez, c'est sous une autre forme le texte qui est dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat. Voilà. Donc, je vous rappelle effectivement le problème de l'amoxicilline. C'est un problème important parce qu'effectivement, pendant les années Covid, nous étions tous protégés. Et donc, quelque part, il n'y a pas eu une grosse demande en amoxicilline, qui est quand même un des gros anti-infectieux. Et puis, tout le monde est sorti de Covid à partir de 2022, et les enfants en premier, dans les crèches en particulier. Et donc, il y a eu une épidémie de bronchiolite, plus une épidémie de grippe, plus... Vous voyez, donc, et on s'est retrouvé en insuffisance de capacité en matière d'amoxicilline, alors qu'il n'y avait absolument aucun problème en matière d'API, en matière de principes actifs. Il n'y avait pas de souci au niveau des principes actifs. Donc là, effectivement, ça a demandé... effectivement, à l'État d'y travailler. Nous, on avait effectivement signalé en mars 2022 qu'il y avait un problème.
Bon, visiblement, ils se sont aperçus qu'en octobre. Mais bon, c'est comme ça. Le plan, ça met en place un plan hivernal et maintenant, tout à partir d'octobre à avril, même peut-être mai, il y a, parce qu'à l'heure actuelle, on craint une remontée de problèmes, il y a ce qu'on appelle le plan hivernal et tous les mois, il y a un point de situation pour permettre de voir où en sont les stocks de tous les médicaments que je vous cite. Il n'y a pas que l'amoxicilline, il y a également l'azithromycine, la clarithromycine, la ceftodoxine, le paracétamol, bien sûr, pour avoir oral, mais pour les enfants aussi, hein, c'est-à-dire le dosage enfant. Et puis prénisolone, fluticasone et salbutamol. Donc voilà, ça, ce sont des produits qui sont suivis, on va dire, au jour le jour. Alors, bon, pour la petite histoire, le médicament, l'amoxicilline a été augmenté de 10%, mais curieusement, les autres ne l'ont pas été. Donc, on ne comprend pas toujours très, très bien pourquoi. Enfin, à l'heure actuelle, il y a un très gros effort, en particulier de la firme Sandoz, pour augmenter les capacités de production. Donc voilà, donc ça c'était simplement pour vous dire, c'est les systèmes effectivement toujours pareils, cardiovasculaires, système nerveux. Donc tout ça, ce sont très largement, et vous allez le voir, en fait, ce sont les principes actifs anciens qui sont les plus en rupture. Et donc, vous voyez, c'est simplement pour vous montrer que les ruptures et les risques de rupture, c'est une courbe, bien sûr, ce sont deux courbes qui sont en parallèle, mais ce n'est pas parce qu'effectivement on est en déclaration qu'on est en rupture. Donc là, je voulais simplement vous montrer qu'effectivement, ça c'est sur l'audition, c'est la majorité des ruptures qui concernent en fait des injectables. Curieusement, enfin c'est que 10% en fait. C'est 10% de consommation, entre guillemets, mais la majorité, ce sont des injectables. Et c'est pour ça que ça touche vraiment beaucoup l'hôpital, l'oncologie, ça touche beaucoup des situations difficiles. Les ruptures les plus longues sont causées en fait par des problèmes réglementaires. Et c'est souvent lié au fait qu'on veut changer de principe actif, parce qu'il y a un carcan énorme en matière de réglementation pour passer d'un produit à un autre, d'un principe actif à un autre. Ça devrait s'améliorer dans les années qui viennent. Les États-Unis ont déjà mis en place depuis longtemps la réglementation européenne qui a été négociée au niveau international d'ICH, mais nous en sommes encore avec des problématiques réglementaires au niveau européen. Donc ça pourrait peut-être être un peu soulagé, mais changer de principe actif, ça veut dire faire des études de stabilité, faire un dossier, enfin, c'est assez long, et ensuite il faut que l'administration réponde. Et je vous rappelle que dans les années 2016-2017, il y avait un backlog de variation d'AMM à l'Agence du médicament de plus de 2 ans. Donc vous voyez, on avait beau demander, il y avait 2 ans de backlog. Donc certains incidents ensuite peuvent toucher effectivement plusieurs c'est les pannes, et ça a été particulièrement visible. J'ai voulu le mettre ici parce que au moment du Covid, il y a eu des très gros problèmes pour la maintenance de certains appareils. Et vous savez qu'en France, on a de moins en moins de machines-outils, enfin de fabricants de machines-outils, et c'est souvent des Italiens ou des Allemands, et on n'arrivait pas effectivement à obtenir qui viennent et qui nous donnent les pièces détachées. Donc là, heureusement qu'il y a des artisans qui sont assez bons à usiner certaines pièces, qui ont réussi à dépanner certaines chaînes, et c'était super important parce que c'était désinjectable. Je vais passer sur cette thématique parce que je voulais simplement vous dire qu'il y a effectivement une solidarité européenne qui est en cours, mais je voulais simplement vous montrer, excusez-moi, qu'il y a actuellement tout un travail au niveau de l'Europe sur les médicaments critiques. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que vous savez, en fait, on croit que la thérapeutique, c'est universel, mais en fait, chaque pays ou on va même au niveau des dispositifs médicaux, on va dire chaque CHU a une façon de travailler. Donc, on n'a pas nécessairement les mêmes traitements pour les mêmes indications dans tous les pays. Donc, c'est un petit peu un casse-tête chinois. Il y a à peu près 1900 DCI qui ont été identifiés par la Commission européenne, par l'Agence du médicament européen, et qui travaillent effectivement à créer une liste. Il y a déjà eu 200 produits qui ont été listés fin décembre dernier. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est la réunion c'est le fait
un tiers des États membres l'ont listé comme critique, que ça devient critique pour l'Europe. Donc ça ne veut absolument pas dire que tous les médicaments que la France considère comme critiques ou comme l'Allemagne considère comme critiques se trouvent dans cette liste. C'est en fait vraiment le plus petit commun dénominateur. Et donc voilà, donc ça c'était pour vous dire. Et puis, simplement, effectivement, il va y avoir une plateforme d'échange des informations parce que l'agence européenne va être vraiment très impliquée, en particulier sur c'est le résultat des épidémies pour pouvoir essayer de faire en sorte que nous ne soyons pas confrontés au niveau européen aux problèmes que nous avons eus en 2020. Il y a également beaucoup de mesures en France, je vais passer aussi. Il y a beaucoup d'axes qui ont été... Voilà, et simplement pour vous dire, voilà, excusez-moi, il y a tout un travail qui est fait sur une liste de médicaments. C'est préparé par les sociétés savantes médicales, par spécialité médicale. Pour le moment, nous en sommes à 453 DCI et on devra obtenir à peu près 500 quelque chose, 560 ou 600 DCI quand on aura lancé l'ensemble des spécialités médicales. Ce travail-là, on est en train d'y travailler au niveau de l'Académie de pharmacie avec l'Académie de médecine, parce que pour nous, l'important, c'est moins à la limite de savoir quelles sont la liste que de savoir quelles sont les alternatives pour les médecins, pour pouvoir aider les médecins vraiment dans leur prescription, et puis bien évidemment créer les conditions de diffusion, enfin de diffuser, voilà, d'une meilleure visibilité des stocks. Donc c'est tout un travail qui est en cours en ce moment pour essayer de faire en sorte que toute la chaîne puisse entrer ses stocks quand il y a des problèmes de rupture et que tout le monde... parce qu'on s'est rendu compte, en particulier avec l'amoxicilline, qu'il n'y avait pas que des problèmes de rupture de stock ou de difficultés, il y avait également des problèmes de répartition. La répartition, les grossistes répartiteurs ont été inventés après la guerre pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une équité de distribution des médicaments nationaux, puisque avant la guerre, c'était largement des médicaments qui n'étaient pas nationaux, mais qui étaient régionaux. Et donc là, avec les génériques, il y a toute une nouvelle économie, un nouveau paradigme qui est arrivé avec des ventes directes. Et donc, ventes directes depuis l'industriel jusque chez l'officinal. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses officines qui avaient la capacité, effectivement, d'avoir des stocks. Et puis les petites officines, et en particulier celles qui sont sur le territoire, au niveau on va dire, des provinces, je veux dire, pas au niveau des grandes villes, eh bien, qui avaient plus de difficultés. En particulier, on n'arrive pas à comprendre, mais la région PACA a du mal à être livrée en amoxicilline, on ne sait pas pourquoi, et on n'arrive toujours pas à comprendre. Ça s'améliore, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a encore un problème. Et puis, bon, voilà, donc, effectivement, on veut obtenir que les médecins puissent rapidement avoir l'information, parce qu'ils sont les derniers informés. Quasiment les derniers informés, donc ils ne peuvent pas adapter leur prescription. Et je vous ai dit, pour l'Académie de pharmacie, l'Académie de médecine, on souhaite effectivement qu'il y ait tout un travail sur les alternatives pour les conseiller au plus vite. Et c'est un travail qui est en cours. Alors pourquoi nous restons effectivement inquiets sur la situation en dépit de tout ce qui se fait? Parce qu'il faut le dire, il y a un travail énorme qui est fait par la DGE, par la DGS, par la NSM, par l'agence européenne, par la Commission européenne. Donc il y a tout un travail qui va dans le bon sens, mais qui trouvera peut-être sa conclusion pour nous dans 10 ans, enfin peut-être dans 5 ans, on va dire, si on est optimiste. Mais vraiment, on reste inquiet. Alors pourquoi? On est surtout inquiet. Bon, je n'ai pas parlé des médicaments innovants, ça c'est un autre aspect, mais je veux parler des médicaments dits matures. Alors dans les médicaments matures, ce sont les médicaments génériques. Et puis, ce sont les autres médicaments qui sont plus anciens et qui n'ont pas, en fait, le statut de générique pour une simple et bonne raison, c'est que quand ils ont été sur le marché, avant même la réglementation sur les génériques, donc il n'y a pas de princeps identifié. Or, pour avoir générique, il faut avoir un princeps identifié. Donc ça, ce sont des médicaments qui ont tous, c'est les années 70, 80, 90. Et donc je vous rappelle, ça c'était un petit peu très important, le rapport Bio, parce qu'il a tout dit. Il a dit qu'il y avait effectivement, de la part des industriels, une absence de visibilité. Et ça s'est vu dans la crise de corticoïdes en 2019. C'est qu'il y avait, pour un produit donné,
il y avait en fait 10 produits sur le marché, 10 AMM sur le marché, sauf que 9 se fournissaient chez le même façonnier parce que la technologie était la même et qu'il n'y a qu'un fabricant qui savait le faire. Et aucun des 9 ne le savait. Donc, effectivement, on s'est retrouvé dans une situation, et là, c'est là où on a pris conscience d'un énorme problème, c'est que toute l'information existait à l'agence du médicament, l'ANSM, pardon, mais sous forme de PDF, et donc inexploitable. C'est-à-dire que chaque année, tous les établissements pharmaceutiques déposent l'ensemble, ce qu'on appelle l'état des lieux, avec toute la chaîne logistique, toute la supply chain décrite par médicament. Mais ça, c'était absolument impossible de gérer ça sous forme PDF. Et le travail qui a été fait là depuis 2019 est gigantesque, et c'est très largement grâce à la DGE d'ailleurs que maintenant la NSM peut disposer d'un système un peu plus automatique où il est capable très rapidement de voir la supply chain et pouvoir croiser sur plusieurs médicaments, enfin sur plusieurs opérateurs. Ensuite, vous avez effectivement raison réglementaire, je vous ai dit, on attend le règlement qui pourra modifier le système de variation, qui permettrait d'assouplir et de pouvoir être résilient rapidement et réactif rapidement. Et puis, l'absence de levier économique en ville pour favoriser le maintien des productions. Et c'est là-dessus sur lequel je vais un petit peu insister. C'est effectivement l'économie de ces produits. Parce qu'en France, c'est les sources sur le générique. Vous voyez qu'entre 2017 et 2020, la baisse des prix sur les médicaments génériques a généré effectivement, ça représentait 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il n'y a pas eu ce déclin au niveau allemand, hein, je vous le dis tout de suite. Donc on peut comprendre qu'il y ait besoin de baisse de prix, mais en fait tout se passe comme si à chaque fois, pour pouvoir accueillir de nouveaux médicaments, il fallait baisser le prix des anciens. Et donc, en fait, il y a un vrai lien entre le prix bas et la pénurie. Et ça a été vu également par le Sénat, par l'Assemblée nationale, pardon, et puis également par la FDA, plutôt. Donc la France, effectivement, 75% des MITM, ce qu'on appelle des MITM, c'est des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire des produits qui, en principe, si vous ne les avez pas, vous posez vraiment un énorme problème aux soignants et aux patients. Bon, il y a à peu près 15 à 20 000 spécialités et donc 6 000 médicaments qui sont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc, bien sûr, beaucoup de produits chimiques anciens. Et donc, vous voyez qu'il y a 75% sont moins de 25 € et 25% sont moins de 4 €. Donc, effectivement, ça peut vous donner... je vois toujours des patients qui sont toujours étonnés qu'en France, la boîte de paracétamol soit de moins de 3 €, alors que dès qu'ils passent la frontière en Belgique, c'est à 9 ou 10 €. Et oui, effectivement, il y a un véritable différentiel. Et puis, tous ces médicaments-là, vous voyez, donc là, la FDA est un petit peu plus loin. Elle s'est rendue compte, effectivement, entre 2013 et 2017, que dès qu'on dépassait un seuil de 11 $ pour les formes injectables et de 2 $ pour les formes solides, on avait de plus en plus de pénurie. Donc, il y a un vrai lien entre prix bas et pénurie. Et donc, on voit effectivement là sur la rentabilité économique de tous ces fabricants de génériques, on voit qu'elle a chuté énormément. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Puisqu'effectivement, 1,5 milliard, c'est pas négligeable. Donc, vous voyez, en 2021, l'excédent brut d'exploitation était à 4%, mais elle descend encore. Et vous voyez à peu près la différence entre tous ces pays. Donc, les génériques sont, vous voyez, en France, sont à peu près en générique de ville remboursable à 0,3. Et puis les génériques, toute activité confondue, parce qu'il y a également des biosimilaires et autres, c'est à 4%. Et donc, il faut savoir que dans notre pays, alors qu'on souffre, c'est plus des formes sèches que nous fabriquons que des formes liquides. Heureusement, il y a quand même des formes liquides, mais on a quand même un très gros déficit en forme injectable. Pour quelle raison? C'est tout simplement que vous allez voir les bonnes pratiques de fabrication ont tellement évolué qu'il y a eu quand même en 20 ans des vieillissements des installations et qu'il y a des lignes de fabrication qui ont disparu. Et donc, vous voyez, la France, on me dit, ah bah oui, gentiment, c'est 4e. Non, moi, je vois
quatrième. C'est quatrième dans l'Europe communautaire, oui, mais enfin, on est quand même le 6e et on ne descend pas, alors que nous étions, il y a 15 ans, au premier rang. Donc, voilà l'économie des médicaments, 3 sources d'inquiétude, c'est ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, les baisses de prix et l'inflation. Donc, pour la clause de sauvegarde, c'est un mécanisme, il y a à peu près, on va dire, 32 milliards d'achats, enfin de vente de médicaments, chaque année, la loi de financement de sécurité sociale fixe ce qu'elle veut rembourser. Et elle dit que c'est à 26 milliards 4. Donc il va falloir que le différentiel doit être récupéré par l'assurance maladie, par la COS. Et c'est une clause de sauvegarde. Au départ, cette clause de sauvegarde n'était uniquement sur les médicaments nouveaux. Parce que voilà, s'ils avaient dépassé leur quota, entre guillemets, ils devaient reverser une part. Mais le problème, c'est qu'en 2020, cette clause de sauvegarde, elle a été intégrée pour les médicaments génériques. Et là, ça a eu des effets complètement délétères. Plus les pharmaciens substituent, en passant du principe sur le générique, pour faire baisser les coûts de la sécurité sociale, et plus le problème empire. Donc, à cause de la clause de sauvegarde, la contribution dite M, c'est-à-dire médicaments, appliquée au générique, elle casse complètement l'économie de ce marché. Et vous le voyez, c'est encore 2 milliards d'économies pour la sécurité sociale, mais entre parenthèses, 237 millions d'euros comme impact négatif sur cette branche industrielle. Et vous voyez que le BE est plutôt dégradé pour cette partie de l'industrie. Donc, et la mission Borne a montré qu'on était maintenant négatif en 2022 et en 2023, c'est encore pire. Donc, le diagnostic est quand même assez clair. Sur la pression économique sur les médicaments peu onéreux engendre une rentabilité insuffisante et aggrave les tensions d'approvisionnement. Donc, c'est catastrophique en ce moment. Donc là, c'est la commission d'enquête qui vous montre effectivement que la clause de sauvegarde, effectivement, elle a bondi en 2021, puisque on a récupéré tous les médicaments. Donc, mais ça, il y a des choses qui sont un peu contre. Donc, moi, c'est simplement pour vous dire, en plus, la difficulté pour les industriels, c'est que c'est contre-productif, ça pour nous, enfin, mais que c'est pas anticipable. C'est-à-dire que vous ne savez pas en début d'année, donc vous ne pouvez pas provisionner. Donc, c'est un énorme problème aussi pour ces industriels de ne pas savoir exactement comment provisionner cette clause de sauvegarde qui ne sera déclenchée qu'à la fin de l'année, sur l'année précédente. Donc, c'est simplement pour montrer le contexte macroéconomique. En fait, la part du médicament, elle a baissé dans l'ONDAM, donc dans les dépenses en général. Et il faut savoir que le CA, entre guillemets, de l'industrie pharmaceutique, entre 2009 et 2019, n'a pas progressé. Et vous voyez que ça continue, alors qu'il y a eu énormément de nouveaux médicaments, très chers. Donc, vous voyez bien que nécessairement, il y a une pression sur les anciens médicaments. Donc, la part du médicament ne représente que 11% en 2020, alors qu'il y a vieillissement de la population, alors on est, en plus, en France, champion de la prescription. C'est une évidence. Donc, ça, il faut effectivement traiter le mal par la racine. Et j'espère que ça va donner ses fruits. Donc, il y a de plus en plus, par exemple, sur les antibiotiques ou sur autre chose, enfin, sur d'autres produits, il est possible qu'il y ait de plus en plus de délivrance à l'unité, c'est-à-dire en fonction de la quantité disponible, ce qui posait d'énormes problèmes puisque tous les médicaments que fabrique l'industrie sont dans des conditionnements avec une sérialisation, c'est-à-dire qu'on sait absolument, on est capable de pister chaque produit. Dès lors qu'on déconditionne, on ne pourra plus pister. Donc c'est un énorme problème. Donc voilà, et ensuite, je vous dis que campagne de baisse de prix chaque année. Alors ça se passe généralement au mois de juillet-août. Vous avez le comité économique des médicaments qui lance une campagne de baisse de prix en se disant, tiens, cette classe-là, on n'y a pas touché depuis des années, donc on va diminuer cette classe. Bon, il y a quelquefois des incohérences terribles. Vous avez en même temps l'Europe qui dit, tiens, cette classe-là, elle est critique, en particulier dans l'espace Covid, et puis on la retrouve dans la liste des produits qui vont faire l'objet de diminution de prix en France. Donc on a du mal à comprendre quelquefois.
C'est pas quelques fois d'ailleurs, même c'est assez souvent. Donc, vous voyez, et en plus, les industriels du secteur, auditionnés par l'Académie, rapportent qu'entre ce qui est voté par la représentation nationale en matière de budget et ce qui est fait, et ce qui se passe vraiment, il y a vraiment sur-exécution des objectifs de réduction avec des effets délétères pour un certain nombre. Et puis maintenant, vous avez l'inflation. Donc, ça, c'est un chiffre de l'Europe hein, sur les médicaments génériques, puisque les médicaments génériques représentent 70% de la vente de médicaments en Europe. Et vous voyez qu'on a, selon Medicine for Europe, un coût de matière première qui a augmenté de 50 à 160% dans certains cas. Pas nécessairement toujours en France, mais enfin, il y a quand même l'inflation sur l'électricité, sur pas mal de choses. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Alors, il y a une petite amélioration sur la clause de sauvegarde. Depuis cette année, la LFSS 2024, ça fait au moins 3 ans que l'Académie a envoyé des communiqués en disant « attention, attention ». Mais je ne suis pas sûre que ça ait un effet extraordinaire, puisque vous avez effectivement, c'est simplement à partir de 2026 que la taxe ne sera plus sur le CA, mais sur les remboursements. Hein, et puis, mais les génériques vont avoir pour cette année 2024 une contribution qui ne pourra pas excéder 2%, donc elle sait déjà à quoi elle sera mangée. Mais ceci dit, il n'y a pas que des génériques, il y a également d'autres produits matures et ils ne sont pas considérés comme des génériques. Donc ça pose un énorme problème aussi. Et puis il va y avoir des plafonnements. Mais bon, tout ça fait que de toute façon, on est en différentiel. Les Allemands, juste au moment de la guerre en Ukraine, ainsi que le Portugal, ont augmenté le prix de certains médicaments. La France n'a rien fait. Donc ça pose encore un problème. Et dans le même temps, on a des enjeux considérables pour l'industrie pharmaceutique. Donc globalement, déjà, au niveau des produits matures, il faut savoir que quasiment, il n'y a plus d'usines Princeps. Alors, elles ont toutes été rachetées par des CDMO, des CMO. Donc globalement, il y a des très belles entreprises. Je vais dire, la première, c'est Delpharm. Mais en fait, ça pose quand même un énorme problème à ces opérateurs, parce que quelque part, ils ont encore moins de visibilité sur la demande que s'ils étaient exploitants. Et puis, en plus, eux-mêmes, ils ont des difficultés de capacité. Et à l'heure actuelle, on le voit, on a vous allez le voir sur les problématiques sur les chaînes stériles. Comme on est en sous-capacité, il y a des produits, en particulier dans l'ophtalmologie, qui ne trouvent plus, des exploitants qui ne trouvent plus de fabricants pour certains produits d'ophtalmologie. Et ça pose quand même un très gros problème. Donc, on a quand même un problème. Ensuite, un énorme problème de bonne pratique de fabrication, avec énormément de normes. Et simplement pour vous donner un ordre d'idée, pour la sérialisation, chaque ligne de production de conditionnement, ça a été 200 à 400 000 euros par ligne de conditionnement. Et donc, pour le dispositif de sérialisation, depuis 2019. Et là, on va avoir d'énormes problèmes sur l'annexe 1, parce que on change complètement, donc il va y avoir véritablement un changement complet de paradigme en matière de fabrication de médicaments stériles. Et là, c'est 5 à 10 millions par ligne de production. Et encore, j'ajoute, à l'heure actuelle, il y a une guerre sur les lyophiliseurs, parce qu'il n'y a pas tellement de fabricants de lyophiliseurs, donc les lyophiliseurs, pour obtenir de nouveaux lyophiliseurs, c'est carrément la guerre entre concurrents pour les obtenir. Et en plus, les fabricants savent qu'ils peuvent monter le prix. Donc c'est carrément, en ce moment, une difficulté supplémentaire. Oui, j'ai fait déjà ma demi-heure, c'est ça? Déjà, d'accord. Bon, écoutez, je vais simplement passer pour dire qu'effectivement, on est en retard d'une révolution. On s'est rendu compte qu'il y avait un vieillissement terrible des process, mais comme il n'y a pas suffisamment de moyens, ni en hommes, ni en ressources, ça pose un énorme problème. Donc, et ensuite, voilà. Donc, je vais simplement
vous dire qu'il y a effectivement en plus un énorme problème de pragmatisme. Je veux simplement donner un exemple qui, moi, me choque un peu. Celui-là, c'est un exploitant qui annonce une tension de rupture. Il sait que le médicament sera disponible. On l'a obligé à importer un médicament. Ça a été une négociation assez difficile avec un État qui avait quand même des difficultés également. Le produit a été importé, a été mis dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le produit français est revenu, les hôpitaux ont renvoyé le médicament, et comme on ne peut pas le renvoyer puisqu'il avait été déconditionné, etc., eh bien, on l'a mis à la poubelle. Voilà. Et ça, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Donc les sanctions, je ne vous raconte pas les sanctions financières. À l'heure actuelle, il y a effectivement des très gros problèmes, et en plus, le groupe socialiste veut en rajouter, donc on s'attend à ce qu'il y ait carrément des délocalisations d'opérateurs. Voilà, donc on aurait aimé qu'il y ait effectivement un peu, dans la réglementation, un peu de pragmatisme à l'américaine, puisque dans les années 2012, la FDA a été obligée de créer un plan qui s'appelait renforcer la réponse à l'atténuation et développer les stratégies de prévention. On aurait aimé que ça existe également en Europe et en France, mais malheureusement, le pragmatisme n'existe pas. Et on a encore un autre problème, excusez-moi, c'est qu'on a des gros problèmes de recrutement et également des changements de paradigme pour les jeunes générations. Et ça, le problème de recrutement, c'est-à-dire que 60% des entreprises en 2022 avaient des grosses difficultés pour recruter sur les activités de production, les activités de qualité. Ensuite, on a un très gros problème sur les pharmaciens qui doivent libérer les lots. C'est un métier très difficile, il y a un turnover assez important, tellement c'est lourd, c'est très lourd. Un dossier de lot, c'est plus de 1000 pages. Donc, vous voyez, il faut aller très très vite. Donc, ça pose vraiment un énorme problème et ça manque de perspective. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Les opérateurs passent les importations ou la libération des lots sur la Pologne, qui a un peu plus de monde et qui est un peu plus mobile en matière de réglementation. Voilà. Et puis, vous savez qu'il y a un énorme problème. L'Académie s'en est fait l'écho. Un énorme problème pour l'attractivité des études, puisque la pharmacie, elle est passée à la trappe quelque part dans la réforme sur les études de santé. Donc voilà pour le déficit d'étudiants, ce qui va poser un énorme problème. Et puis il y a également de nouvelles aspirations des jeunes générations, puisqu'il y a certains jeunes qui refusent carrément d'occuper des CDI et qui veulent des CDD. Donc c'est pas facile de capturer ces personnes, mais c'est de plus en plus visible. Et donc il y a nécessairement des doctrines à revoir, et on voit que ça bouscule un petit peu les doctrines, en particulier celles du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, puisque pour eux, un pharmacien adjoint ne peut être que quelqu'un qui a un CDD dans la firme, et donc ça pose un énorme problème. Donc voilà, je vais simplement dire conclusion. La conclusion, je vais la donner très très vite, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives importantes à l'échelon européen, à l'échelon français aussi, et donc on est quasiment sûr qu'on y arrivera, tout le monde y arrivera, mais quand? Nous, on pense que c'est pas avant 10 ans. Mais voilà. Et surtout, on a un mur devant nous et on ne sait pas très très bien comment on va pouvoir le passer. Voilà, je vous remercie.